M. Mohamed Ali Keïta, M. Alpha Amadou Baldé, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Parti civil, M. Ouri Loba et plusieurs autres. Maître Kerno Suleiman Barry. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir redonné la parole à l'effet de dire le mot de la fin de ma plaidoirie au cours de ce procès historique. Monsieur le Président, je disais que le droit également est partie intégrante du contexte social. Je le disais qu'un procès historique est fait historique. Et je soulignais que le jugement à intervenir aura à la fois une portée nationale et une portée internationale. Au niveau national, n'oublions pas que la répression de tels crimes contribue à combattre l'impunité dans notre pays. Un des éléments positifs qui sera tiré de votre jugement. Monsieur le Président, même en matière de droit processuel, votre manière de mener ce débat, surtout en évacuant tout aspect de nature à porter préjudice au tissu national, pourra servir d'exemple ultérieur pour des cas similaires. Nous avons tous compris, en Guinée, il y a un sujet sur lequel nous ne devons pas nous amuser, c'est ce qui fonde la Guinée. Et votre manière de faire, c'est du droit processuel pragmatique. Monsieur le Président, toujours au niveau national, n'oublions pas, comme je l'ai dit tout au long de ma plaidoirie, que la justice occupe une position centrale. Et le jugement que vous rendrez servira de base également pour des exemples de ce genre. N'oublions pas qu'il y a eu d'atrocités de ce genre. Certains sont déjà prescrits, mais peuvent faire partie de la justice transitionnelle ou d'autres peuvent encore être dans le cadre de la justice classique. Je pense que le travail effectué ici servira un exemple majeur. Mais à mon avis, ce qui va être encore le plus important, c'est surtout sa portée internationale. Votre jugement, à l'instar de l'arrêt Tadik, sur la définition même des crimes contre l'humanité, ou d'autres arrêts comme arrêt Akayesu, arrêt Kunarak, arrêt Bagosora et Black Kik, votre jugement sera cité dans les facultés de droit ou ailleurs comme un exemple de concret, de principe de complémentarité positive. Et cela permet également de réconcilier la Cour pénale internationale et les juridictions internes africaines. Puisqu'on aura vu une négociation qui a duré plus de 13 ans, par finir, jugement est rendu au nom de la justice. Et vous faites partie intégrante de la justice pénale internationale, dont la première pierre est constituée par les tribunaux internes.
Monsieur le Président, honorable assesseur, l'exigence d'un idéal de justice ne fait pas obstacle à l'impérieuse nécessité d'une réconciliation nationale. Pour terminer, Monsieur le Président, honorable assesseur, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour l'écoute, l'attention et à formuler les meilleurs vœux pour une meilleure décision, fondée tant en droit qu'en fait, dans un parfait équilibre entre les droits de la défense, l'intérêt de nos victimes dans le présent dossier de massacre du 28 septembre 2009. Je formule finalement le vœu que toutes les filles et tous les fils de ce pays puissent vivre en harmonie et poursuivre l'idéal de justice pour un développement harmonieux de notre pays. Je vous remercie. Le Président avait fait une proposition, avait demandé au parti de réfléchir pendant la pause. Je regarde maintenant. Je ne sais pas si c'est tout nouveau porte-voix. Vous avez besoin de micro? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, pendant la pause, les deux bords, enfin la défense et la partie civile, nous nous sommes retrouvés et à la suite de notre concertation, vous l'avez éteint, hein? Donc, à la suite de notre concertation, nous avons souhaité que le programme soit maintenu, que le statu quo soit maintenu. Parce qu'il est pratiquement difficile pour nous d'être là du lundi au vendredi. Nous avons d'autres contraintes et qui ne peuvent pas nous permettre d'être totalement coupés de nos cabinets respectifs. Donc nous vous prions, Monsieur le Président, comme on s'était entendu à l'entame de cette procédure, que vous acceptez qu'on continue avec le même rythme. Nous avons le souci qui vous anime et nous le partageons. Mais nous vous prions de nous comprendre également. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le ministère public a quelque chose à dire sur la proposition. Merci, Monsieur le Président. Si ça ne tenait qu'à nous, Monsieur le Président, nous souscrivons entièrement à la proposition faite par le tribunal, c'est-à-dire que nous continuions d'affiler du lundi jusqu'au vendredi et que nous ramenions l'heure, comme vous l'avez proposé, le début des audiences. Je disais, Monsieur le Président, que nous souscrivons entièrement à la proposition faite par le tribunal. C'est-à-dire que nous, du lundi au vendredi, que ce soit d'affilée, que nous soyons à l'audience, et que l'heure du début des audiences soit ramenée à 9 h au lieu de 10 h. Cela nous permettrait, Monsieur le Président, parce que c'est la phase des réquisitions et plaidoiries, que nous ayons un grand temps pour nos paroles respectives. Mais je comprends la préoccupation des conseils des différentes parties. Si cela n'est pas tenable, au bas, Monsieur le Président, que nous partions jusqu'au jeudi. Je vous remercie. On va partir jusqu'au jeudi au moins. Pourquoi c'est pas bon? Bon, en deux mots, hein, pourquoi c'est pas bon? Monsieur le Président, c'est pas bon parce que nos cabinets sont presque fermés
au rythme déjà adopté ici. Et nous ne recevons nos clients et nous nous occupons de toutes les autres affaires de nos cabinets que seulement les jeudis et les vendredis. Oui, mais si on adoptait ça pour 1 mois, 2 mois et finir une fois pour toutes, pour vous occuper maintenant de vos clients entièrement. Si nous le faisons, nous fermerons nos cabinets. Nos clients vont nous quitter. Nous sommes d'une profession libérale. Alors, ce sont nos cabinets qui nous font vivre, monsieur. Moi, je suis président du tribunal, je reçois vos cabinets. Hein. Voilà. Je les reçois, je sais que les cabinets ne sont pas fermés. Oui, mais j'ai dit si on acceptait d'être là les jeudis et les vendredis, on risquerait de fermer. C'est le risque. D'accord, on va évoluer alors. Alors on va évoluer. Oui. Je pense qu'on ramène alors pour un premier temps, on commence à partir de 9 h les audiences. Ça, personne ne dira qu'on va fermer nos cabinets à cause de ça. Voilà. Donc à partir de demain, on commence à 9 h, à partir de 9 h. Maître Moumini. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole dans cet après-midi de ce lundi 13 mai pour représenter ma plaidoirie par rapport aux événements du 28 septembre 2009 au nom et pour le compte des parties civiles. Monsieur le Président, honorable conseiller, à l'image de mes 2 prédécesseurs, il me choisit l'honneur de remercier le tribunal dans sa composition pour l'intérêt attentif qu'il a eu à apporter dans le déroulement de ce procès. Je vais remercier également les empéreurs de poursuite, qui sont les parquetiers, qui ont tout mis en œuvre pour faire comparaître ici devant vous accusés, victimes, témoins et même des techniciens en la matière. Monsieur le Président, mes remerciements vont également à votre greffe qui a tenu la plume pendant 1 année et demie, sans se fatiguer, en notant mot pour mot tout ce qui se passait ici. Monsieur le Président, honorable assesseur, avec votre permission, mes remerciements vont aux confrères de la défense et de la partie civile qui ont eu à aménager une entente au moins qui vous a permis de suivre attentivement nos différentes parties. Également, je remercie les services de sécurité qui, pendant tout ce procès, se sont aménagés à nous assurer cette sécurité. Si elle n'était pas là, on ne serait pas ici devant vous. Monsieur le Président, honorable conseiller,
Le 28 septembre 2009 a été un événement inédit. Un événement sans précédent. Même ceux de janvier-février 2007 n'ont pas eu cette envergure. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de présenter géographiquement d'abord notre pays avant de venir sur le plan politique ayant amené ce carnage le 28 septembre 2009. Cette Guinée dont il s'agit est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 245 000 km² et une population de près de 12 millions d'habitants. Évidemment, avec un scandale géologique qui ne dit pas son nom. Château de l'Afrique occidentale, cette population devrait vivre aisément. Les Guinéens n'auraient pas besoin de prendre un vol pour aller en dehors de ce pays, pour chercher une vie meilleure. C'est en raison de ces péripéties, de ces difficultés répétées, étant au bout du souffle, le peuple de Guinée s'est réveillé. Monsieur le Président, le Guinéen a été le premier pionnier pour l'indépendance africaine. Le 28 septembre 1958, le Guinéen a eu le courage, parmi les pays opprimés, à dire non aux colons français. Ce qui nous a valu l'indépendance. Après l'indépendance obtenue, ce pays a été géré par le défunt feu Ahmed Sékou Touré pendant 26 ans. Après lesquels, la gestion du pays est revenue aux militaires sous la houlette du colonel Lansana Conté à l'époque. Ce colonel a géré le pays pendant 24 ans. Après lesquels nous nous sommes retrouvés encore de nouveau sous la commande des hommes en tenue. Et cette fois-ci, sous la houlette du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, les accusés ici présents devant vous sont renvoyés pour des cas de meurtre, assassinat, viol, enlèvement et séquestration, torture, coups et blessures, violence,
volontaires, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et de mission de portée secours. Les parties civiles étant M. Woudiba Iloba et autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009. Les faits pour lesquels ces accusés avaient été préalablement poursuivis étaient sanctionnés par les dispositions des articles 206, 208, 303, 305, 306, 12, 332, 233, 234.156, 239, 240, 241, 242, 373, 381, 279 et 298 du Code pénal. Avec votre permission, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, après vous avoir remercié, mon intervention s'articulera sur le rappel des circonstances, des faits et de la procédure, en un mot, avant de parler du droit applicable en l'espèce. Je ne saurais être long, pour la simple raison que les faits ont été relatés par mes deux prédécesseurs et les points de droit correspondants ont été largement détaillés par mes deux prédécesseurs, l'un étant professeur de droit et l'autre docteur en droit. Monsieur le Président, honorable conseiller, le 22 décembre 2008, le général Lansana Conté décéda et laissa une Guinée tourmentée avec des mouvements politiques dont tout le monde a connu ici. Cette nuit du 22 décembre, après l'annonce du décès du président général Lansana Conté par le défunt son pari président de l'Assemblée d'alors, les Guinéens ont été surpris que dans la matinée du 23 décembre, un groupe de militaires, à la tête duquel capitaine Moussa Dadis Camara s'emparait du pouvoir en violation de la constitution guinéenne, qui prévoyait l'organisation des élections dans les 6 semaines qui allaient suivre, si je ne me trompe pas. Monsieur le Président, quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont proclamé la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution et le président de l'Assemblée qui devrait assurer l'intérim pour les 60 jours, les 2 mois précisément, n'avait plus la possibilité de le faire. Ainsi, le chef de la junte, capitaine Moussa Dadis Camara, procédera par la nomination de plusieurs officiers militaires
dont certains de ses proches, pour la consolidation de son pouvoir. Ses proches étant des amis et connaissances, parents de près ou de loin. Avec la ferme promesse de rendre le pouvoir aux civils à l'issue des élections législatives présidentielles prévues à la fin de l'année 2009. Voilà la promesse qui avait été tenue par le pouvoir en place et qui a été violée. Monsieur le Président, après la prise du pouvoir, le 27 décembre 2008, la junte recevait les forces vives au camp Al-Fayher. Justement, Monsieur le Président, les faits qui ont amené les événements du 28 septembre sont édifiants. À cette date du 27 décembre 2008, le capitaine Dadis a réaffirmé devant les forces vives de la nation son intention de rendre fermement le pouvoir après les élections de 2009. Et que lui, président, et ses hommes, entre guillemets ses collaborateurs, les membres du CNDD, ne devraient pas être candidats à ces élections, mettant en confiance la société civile. Il ne cessait de répéter qu'il n'avait pas l'ambition du pouvoir. Lui, Moussa Dadis Camara. Étant entendu qu'il avait dans son programme de rationalisation du pays pour s'installer, pour avoir la confiance des hommes, des Guinéens, figurait la révision des conventions minières, la lutte contre la criminalité, la drogue et les détournements des deniers publics. C'était ça son programme. Un programme qui a rassuré tant de Guinéens. On avait déjà désormais confiance au président Moussa Dadis Camara et de son équipe. Sur ce, des entretiens après lesquels les forces vives de la nation ont donné un programme. Ça, c'était à la date du 12 mars 2009. Ce programme avait été bien ficelé par les forces vives après de multitudes de rencontres avec la junte militaire. Les forces vives ont pris un programme qui consistait à l'élection en décembre 2009, aux élections présidentielles. Ce chronogramme a été donné publiquement au capitaine Moussa Dadis Camara, je voulais dire. Juillet-août 2009, ils se sont donné un programme pour la confection et distribution des cartes électorales. Septembre 2009, le référendum pour l'adoption de la loi fondamentale révisée. Novembre 2009, élection législative. Décembre 2009, élection présidentielle. Ce chronogramme avait été
clairement acceptée par le président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, honorable assesseur, à l'initiative de certains proches du président Dadis, les jeunes ont organisé une rencontre au stade du 28 septembre, au cours de laquelle un similaire de programme a été donné par le président Moussa Dadis Camara, confirmant les intentions des forces vives de la nation pour les élections de décembre 2009. Au stade, il y a eu des oppositions de la jeunesse qui a crié haut et fort que les élections ne sauraient être tenues en décembre 2009, mais plutôt ils préfèrent que ce soit en 2010. Ce qui fut l'objet d'un entretien des forces vives avec la junte, et le calendrier a été repoussé en janvier 2010. Suite à ce programme, voilà que des sorties intempestives du capitaine président ont mis en doute la confiance préalablement portée en lui. Quand, à la suite de sa sortie à Kaloum, le président Dadis, sous l'ovation du public, était là. Et il a déclaré ce jour que personne n'est né militaire, que les partis politiques le sachent, qu'ils sont des citoyens, que lui aussi les Guinéens. C'est en ce moment qu'il est citoyen comme eux, ils sont citoyens comme lui. S'il veut, il a dit 3 fois, si je veux, je ne me présente pas. Si je veux, je me présente comme candidat. Voilà le début de la crise de confiance entre la junte dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara et la société civile. La deuxième sortie du candidat de Moussa Dadis Camara suite à la présentation du chronogramme ont mis les partis politiques en mal avec la junte. Le 31 août 2009, le capitaine a invité les forces vives à une rencontre
qui a été refusé. La commission ad hoc mise en place, composée des forces vives et de la junte militaire, chargée d'évaluer le processus de transition en difficulté, avait constaté un retard pour la mise en place du Conseil national de transition qui devait l'être même depuis mars 2009. Et l'impossibilité technique de tenir les auditions en décembre, c'est pourquoi le renvoi a été fait pour le mois de janvier 2010. Au regard du comportement des membres du CNDD et du capitaine Dadis, affichant l'intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles, les forces vives ont invité leurs militants à rallier le stade du 28 septembre 2009 pour protester contre la candidature éventuelle du capitaine Moussa Dadis Camara pour les élections présidentielles en perspective. Ceci étant, assoiffés de démocratie et de liberté, les citoyens, les militants ont rallié le stade du 28 septembre 2009. À l'intérieur du stade, des prières se faisaient. L'hymne national entonné. Et en fond sonore, on entendait « Liberté, liberté ». Cette liberté a été de courte durée, parce qu'à 11 heures, des bérets rouges armés de fusils ont fait irruption dans le stade et avec des tirs de position verticale ont fait un carnage. Les civils désarmés tombaient comme des fruits mûrs. Parmi les assaillants, certains étaient armés de gourdins avec des pointes, des poignards empoisonnés appelés Rambo. Un de mes petits frères qui était au stade me disait que quand ils ont tiré sur quelqu'un, il est tombé sur lui, il est venu à la porte, que c'était ce qu'on appelait Winalos. Parce que à l'intérieur, ça tirait. À la porte, il y avait les barricades. De qui avait un gourdin avec des pointes, de qui avait un poignard. Et il y avait une haie d'honneur pour ceux qui devaient mourir. Il fallait silencer. Si tu ne veux pas prendre une balle à l'intérieur, il faut prendre un coup de poignard à la sortie. Si tu ne veux pas prendre une balle à l'intérieur, il faut prendre un gourdin pointé à la sortie. Si tu n'es pas rattrapé par une balle à la sortie, tu pourras peut-être être sauvé.
les assaillants ne se sont pas limités à tuer, mais ils sont passés à un acte plus cruel, le viol. Des viols collectifs à ciel ouvert ont été perpétrés contre nos sœurs. Quand le procès a commencé, j'ai reçu une victime qui m'a expliqué son cas. Qui a reçu le canon du fusil dans sa partie intime. Mais je l'ai dissuadé, je l'ai calmé. Quand nous étions devant le pool des juges d'instruction, certains de nos clients hésitaient de rentrer au vu des hommes en uniforme. Toujours il a fallu qu'on cherche à demander à ces gardes de s'éloigner pour permettre à nos victimes de viol de se faire entendre par le pool des juges d'instruction. En donnant des explications, d'autres tremblotaient. En voyant un homme habillé, elles avaient la chair de poule. Monsieur le Président, il y a lieu de vous rappeler que suite à la sortie de Dadis à Bouribiné, ayant affiché son intention ferme d'être candidat, des mouvements ont été créés, des mouvements de soutien et d'opposition à cette candidature ont été créés dans la haute banlieue de Conakry. Les mouvements d'Addis doivent rester, ont été créés, ou d'Addis sous la mort. Et d'autres, par contre, d'Addis doit partir, ont été là. Monsieur le Président, honorable conseiller, après avoir réprimé ces manifestations politiques, il me reviendra la charge de passer à certaines déclarations la déclaration de certains accusés qui sont passés ici. Comme vous le savez, ils sont renvoyés pour des faits que j'ai déjà cités ici. Monsieur le Président, honorable assesseur, ont défilé devant vous ici pour leur déposition. Accusés, témoins et partie civile. Nous retenons seulement l'essentiel de quelques déclarations tant des accusés que de certaines parties civiles. Prenant le cas de l'accusé C.C. Raphaël Abba,
je ne peux pas prendre toutes les déclarations de tous les accusés, mais pour vous faire la lumière sur certains passages saillants de ces déclarations, je prendrai quelques-unes. C.C. Raphaël Abba est un homme de rang. C'était le garde rapproché de Moussa Dadis Camara. Selon lui, il serait rentré de l'Abbé seulement la veille des événements du 28 septembre. Donc, le 27 septembre, C.C. Raphaël Abba était à Conakry. Qu'il avait, suite au voyage, bénéficié d'un repos qui lui aurait été accordé par le commandant Toumba Diakité, le commandant, son commandant en chef, celui de qui il relevait. Que le 28 septembre, il était en compagnie de sa femme, qui était dans un état de famille très avancé, et qu'il avait été également bénéficiaire encore d'une mesure lui permettant de s'absenter de son unité. Il déclarait avoir constaté à la veille du départ pour l'Abbé la présence d'un groupe de plus de 300 personnes venues de Kaléa pour la présence et qui serait dirigé par un certain Bamba. Et que l'adjudant-chef du bataillon Ibrahim Sanou était celui chargé de la planification des hommes et rendait compte directement au commandant du régiment, le président Moussa Dadis Camara. Il reste entendu, Monsieur le Président, honorable assesseur, que ces déclarations ne sauraient disculper l'accusé C.C. Raphaël Abba. Pour la simple raison que il a déclaré avoir bénéficié d'une journée de repos qui ne pouvait correspondre à la journée du 28 septembre, une prolongation du 29 septembre au 2 octobre, après une deuxième prolongation de congé jusqu'au 8 octobre. Pourquoi, en sa qualité d'homme de rang de militaire, il a pu bénéficier de 3 congés successivement? Dans le cadre des militaires, des hommes en rang, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le bénéficier. Soit on est malade, on est à la maison, soit on est en déplacement. Là, au maximum pour une semaine. À de rares occasions, on donne une permission de 2 semaines à un militaire. Là, son argumentation ne saurait le disculper des faits pour lesquels il est poursuivi. Parlant de Marcel Guilavogui, il est l'adjoint de l'aide de camp de Moussa Dadis Camara. Donc, il est l'adjoint du commandant Toumba Diakité. Cet accusé nie avoir été informé des programmes, des dispositions prises en amont pour la répression des manifestations. Alors que
Lors de sa deuxième comparution devant le tribunal criminel, il avait fait des déclarations très édifiantes sur les faits, sur la garde parallèle des recrues de Kaléa, le voyage de l'abbé et les événements de Bambeto. Monsieur le Président, honorable conseiller, assesseur, sous mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010, Marcel Guilavogui, de passage ici pour la seconde fois, déclarait être un homme de Dieu et qu'il a été souvent empêché de parler dans ce dossier où il y a plus de 150 personnes tuées. Et que même au PM3, il n'a pas voulu s'exprimer connaissant réellement Moussa Dadis Camara, que s'il le faisait, même son corps n'allait pas être retrouvé. Et que sans lui, et le colonel et le commandant Toumba, que Moussa Dadis ne serait pas au pouvoir. Parlant de ce qu'il aurait vu et entendu ou vécu, ce Marcel Guilavogui nous a parlé d'une garde parallèle. Que le massacre du 28 septembre 2009 serait planifié par cette garde parallèle. Cette garde parallèle était composée du colonel Joseph Makambo, qui était le chargé des opérations à la présidence, le colonel Gounou Sangadé, intendant particulier et homme de confiance du président Moussa Dadis Camara, chargé de gérer les recrues de Kalia, Théodore, qui était régulièrement avec Dadis et constamment à Ouagadougou, et le commandant Begré du Kankundara, très autoritaire et agressif. C'est la garde parallèle du capitaine Moussa Dadis Camara qui aurait, selon Marcel Guilavogui, planifié et exécuté ou faire exécuter les opérations de carnage au stade du 28 septembre. Il confirmait également que toutes les unités étaient rattachées à la présidence, au régiment dont le capitaine Moussa Dadis Camara était le commandant et à qui on rendait régulièrement compte. Et il affirme enfin que le président Dadis était le seul donneur d'ordre et il précise qu'un militaire n'agit jamais sans avoir reçu l'ordre. Oui, je confirme ce qu'il a dit, un militaire n'agit jamais sans avoir reçu l'ordre. Paix à l'âme de mon frère, qui était de 90, quand on marchait, on était sur les rails, on voit des gens se chamailler. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, mais écoute, tu es militaire, il faut intervenir. Il dit non, ce n'est pas sa mission. Oui, le militaire n'agit pas sans ordre. Tous ceux qui ont agi au stade avaient reçu l'ordre d'agir. Figurez-vous, quand il a été déclaré ici par un accusé qui avait 2 camions de militaires et 6 pick-up, pardon, et 4 pick-up, et chaque pick-up avait 6 personnes. Et chaque personne était munie d'un fusil PMAK
Et nous savons que le militaire guinéen, avec son fusil PMAK, n'a pas qu'un seul chargeur. Au moins, il peut en avoir 3, au moins. Un chargeur fixé sur le fusil et 2 autres attachés à ce chargeur. Figurez-vous qu'avec 6 fusils d'une seule pick-up, un seul chargeur, une seule balle peut ôter la vie à une seule personne. On prend le chargeur, on procède à un tir horizontal. Pas vertical, hein? Parce que si c'était vertical, on allait penser à une sommation, à une manière d'effrayer les manifestants. Mais un tir horizontal, c'est une façon, c'est un tir ciblé et qui avait pour objectif de tuer. Et leur mission était de tuer sous la houlette du capitaine Moussa Dadis Camara. Et Marcel Guilabogui n'a pas manqué de souligner que Dadis est entièrement responsable de ces massacres, car du 28 septembre 2009 au 3 décembre 2009, il n'avait pu arrêter personne pour le présenter à la justice, ni faire une adresse de compassion au peuple de Guinée. Ici, le procès s'est déroulé. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Mais je vois que tous les accusés ici présents sont des militaires. Tous les accusés ici présents sont des militaires. Ils ont prêté serment avant d'être sous le drapeau. Et ces serments, je les félicite quand même, ce sont des bons militaires parce que ils ont tous respecté ce serment. Tous ceux qui sont là, ils ont fait le vrai militaire parce qu'ils n'ont pas voulu vous dire réellement ceux à qui ils ont donné l'ordre pour aller au stade. Ils ont donné l'ordre à certains pour aller au stade. Une pick-up qui doit aller avec 6 personnes, il faut que ces personnes-là soient identifiées sur un papier. Un camion qui doit partir avec un groupe d'hommes doit avoir le nombre, les noms et les prénoms des personnes qui seront embarquées. Mais à date, si le président Moussa Dadis Camara n'avait pas pris soin de poursuivre ou bien de faire déceler ceux qui étaient partis au stade, c'est qu'il n'a pas voulu le faire. Et si ces subordonnés qui géraient directement la troupe, qui étaient directement en contact avec la troupe, n'ont pas voulu également réagir, c'est qu'ils en savaient quelque chose. Ici, les 12 accusés qui sont devant nous, aucun d'entre eux n'a parlé, même pas de son garde rapproché, à plus forte raison, un autre militaire. Oui. Je connais un peu la tactique militaire. Parce que même en temps de guerre, si on trouve qu'un ami est grièvement blessé, le militaire, son partenaire, l'achève. Il prend son grade, il met en poche, il retourne avec. S'il est grièvement blessé, il sait qu'il ne peut pas le soigner. Il va éviter que l'ennemi vienne recueillir quelque chose, des informations avec lui. Il va l'abattre. Lui-même, il va abattre son collègue militaire et prendre sa carte.
et son grade maître en poche continue. C'est ça le militaire. Donc, ils ont été des bons militaires, tous ceci. Relativement au recrues de Kaléa, Marcel Guilavogui affirme que les recrues de Kaléa, sous le contrôle du et la responsabilité du colonel Joseph Makambo Loa, étaient effectivement venus au camp Alpha Diallo. Donc, qu'il les aurait aperçus à partir du deuxième étage de son bureau. Et que ce sont ces recrues qui furent transportés dans des bus pour le stade du 28 septembre. Et que dans cette matinée du 28 septembre, en présence du colonel Joseph Makambo, à qui Dadis s'adressait en présence de Toumba, Gono Sangare, Théodore et Escobar, que les leaders là sont qui? Il faut les mater. Pourquoi ils ne respectent pas l'ordre? J'ai déjà envoyé Tchegouro qui me rend compte de ce qui se passe sur le terrain. Je vais m'habiller pour partir. Oui. Chose dite, chose faite. Capitaine Moussa Dadis Camara était au stade. Capitaine Dadis Camara, par sa corpulence, par sa démarche, ne ressemble à personne en Guinée ici. Donc tous les Guinéens le